Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge, co-docteur en entrepreneur international. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez conduire la régression multinomiale. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on peut conduire ou comment on peut réaliser la régression logistique. Et pour réaliser la régression logistique, la variable réponse devrait avoir des modalités, soit oui ou non, malade ou pas, défaillant ou non défaillant, etc. Donc, la variable réponse devrait avoir deux modalités possibles. Alors, pour le cas de la régression multinomiale, c'est une régression logistique que vous pouvez utiliser lorsque la variable réponse possède plus de deux modalités. Donc, ça peut être trois modalités, ça peut être quatre modalités. Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut faire la régression logistique multinomiale dans RStudio. Et puis, nous allons voir comment réaliser le modèle de régression logistique multinomiale et comment faire l'interprétation. Nous allons voir comment on fait la classification avec le modèle multinomial et voir la matrice et analyser la matrice de confusion. Et nous allons en fait voir comment faire des prédictions et évaluer le modèle de régression logistique multinomiale dans RStudio. Donc, les amis, nous allons utiliser les données et le processus, suivi par le docteur Balantendra Rai. Ce docteur-là, le nom c'est celui-ci. Donc, il a fait des présentations en anglais et j'ai trouvé ça vraiment très complet et c'est ça que je vais aussi m'en servir pour vous montrer comment on peut faire la régression multinomiale. Alors, en fait, ce sont des données qui ont été collectées en rapport avec une pathologie et l'objectif était de pouvoir élaborer un modèle qui peut assurer la classification des individus, soit selon que l'individu est normal, l'individu est sain et l'individu est pathologique. Donc, avec ce modèle, donc ça suppose que les docteurs et les chercheurs ont travaillé sur les différentes causes de cette maladie ou cette pathologie et puis ils ont élaboré des données, ils ont collecté beaucoup de données et alors nous allons nous servir d'un modèle pour que, à l'absence, nous pouvons prédire que l'individu est normal, suspect ou pathologique. Donc, voilà ce que nous allons faire dans ce modèle. Alors, nous allons importer les données. Je vais vous montrer la structure de ces données. Ce sont les données qui ont été utilisées par ce docteur que je viens de vous montrer, Balantendra Rai. Voilà. Donc, voilà, je vais vous montrer les éléments d'entité de son modèle. Il y a normalement 22 variables. Et c'est cette variable-là qui constitue la variable dépendante qui a deux modalités. Un, quand l'individu est normal. 2 quand il est jugé suspecté ou quand il est suspect, et 3 quand il est pathologique. Alors, nous allons voir la structure de nos données qui est en termes de nombre d'observations, en termes de nombre de variables. Ici, comme vous le voyez, nous avons 2126 observations, donc 2126 individus, avec 22 variables qui ont été, ou 22 paramètres qui ont été analysés. Alors, ici, ça c'était la structure, tout ça, vous voyez que c'est ce qu'on appelle integer, ça c'est numérique, donc la nature de ces variables, donc beaucoup de ces variables, vous voyez que c'est numérique, comme vous voyez ici c'est integer, etc. Et la variable qui nous intéresse, qui est ça c'est normal, suspect et pathologique, c'est ça, NSP, ce que ça signifie, normal, suspect, pathologique. Alors, vous voyez que ça a été reconnu comme integer, mais on doit transformer cette variable pour que ça soit de type facteur au lieu que ça soit considéré comme état un nombre, il faut que ça soit considéré comme état la codification de nos modalités. Donc, 1 pour dire normal, 2 pour dire suspect et 3 pour dire pathologique. Donc, nous pouvons analyser avec cette librairie, nous pouvons analyser la fréquence,
pour voir s'il y aurait des données manquantes. Et sinon, s'il y a des données manquantes, on peut les exprimer ou on peut juste les faire ce qu'on appelle l'invitation, soit par la moyenne, la médiane ou le mode. Donc voilà, comme vous le voyez les amis, il n'y a pas de données manquantes dans nos données. Donc voilà, ici ce sont les explications que je donnais en rapport avec ce que ça signifie NSP. Voilà la variable d'intérêt. Donc nous voulons alors élaborer un modèle qui nous permettra d'entrer ces différentes variables et de prédire si l'individu est normal, suspect ou pathologique. Alors voilà, nous allons dans un premier temps transformer notre variable d'intérêt. Donc voilà la commande pour transformer notre variable d'intérêt. Ici, c'est pour que ça soit traité comme un facteur. Quand je fais la structure de nos données, vous allez voir que la variable a été considérée comme un facteur, puisque je viens de faire la transformation en facteur avec cette commande-là que vous voyez. Donc, vous allez voir à la fin, regardez ces facteurs. Donc, puisque je viens de transformer ça comme un facteur. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez réaliser un modèle? Il faut faire la répartition de vos données dans les données d'entraînement de votre modèle et dans les données de test, parce qu'il faut entraîner le modèle et puis tester votre modèle sur les données qui n'ont pas été utilisées dans l'entraînement du modèle. Puis sinon, la machine aurait mémorisé les données que vous avez utilisées. Donc, c'est pourquoi il faut faire la partition. Donc, voilà les commandes qu'il faut utiliser. Ça, c'est pour pouvoir obtenir le même tirage quand vous faites le tirage. Donc, toutes ces commandes-là, j'avais utilisé presque des commandes parallèles dans la régression logistique. Alors, ici, je veux que la partie d'entraînement soit comprise par, donc, soit composée par 60% de notre base de données et la partie de test soit composée par 0,4 ou 40% des données. Donc voilà pour les données d'entraînement. Je vais vous montrer combien nous avons d'observations dans les données d'entraînement. Regardez les amis, je fais DIM. Vous voyez que nous avons 1277 observations avec 22 variables. Ici, c'est pour les données test. Là aussi, je peux juste vous montrer combien on va utiliser pour faire un test. Nous avons 849 données composées de 22 variables pour faire justement le test de notre modèle. Alors, nous allons procéder à la spécification de la variable qui va servir de modalité. Ici, alors, nous allons calculer tout ce que nous allons faire. Nous allons référer à l'individu qui est normal. Donc, la modalité de référence sera 1, qui symbolise l'individu normal. Voilà, alors je vais faire cette commande. Ici, je vais utiliser la librairie NetNet pour signifier réseau de neurones ou en anglais Neural Network. Alors, nous allons faire le modèle qui comprend toutes les variables. C'est ça, cette commande-là, le modèle qui comprend toutes les variables, puisqu'on n'a pas encore identifié les variables et il y a un impact significatif sur notre facteur d'intérêt et le fait d'être classé normal, suspect ou pathologique. Donc voilà le modèle que je vais exécuter. Alors je vais juste donc je vais exprimer ça comme ça, alors ça sera facile pour voir ce que la machine fait. Alors voilà les amis, vous voyez, comme vous le voyez, la machine a fait 100 itérations. Avec les 100 itérations, quand vous regardez en termes de délai, vous voyez que plus la machine fait d'itérations, plus les délais diminuent, parce que vous voyez qu'on a commencé par 1402 et le modèle s'est stabilisé finalement à 268 en termes d'erreur. Donc voilà, ici nous pouvons faire le résumé du modèle avec la fonction summary. Voyons les amis, je vais voir si je peux essayer d'agrandir pour voir les résultats. Alors, quand on fait ça, ce sont les erreurs standards, standard errors. Ça, ce sont les coefficients du modèle. Ça, c'est les coefficients du modèle. Ça, c'est l'intercept. Les D, c'est pour pathologique, puisque nous avons considéré 1 comme état la modalité de référence. Et ça, c'est 2, c'est pour suspect et 3, c'est pathologique. Ce sont les coefficients du modèle. Donc voilà. Et ça, voilà le coefficient pour le 2, le coefficient pour le 3, et ainsi de suite pour chaque variable. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, nous pouvons tirer directement les coefficients du modèle avec ces commandes. En fait, presque toutes les commandes qu'on a réalisées dans la régression logistique peuvent être utilisées ici. Donc voilà, ici, je récupère quoi? Les odds ratio. Donc voilà,
les rapports de cote, comme on l'a fait pour le cas de la régression logistique. Donc voilà les amis, voilà les autres ratios. Ici vous voyez que c'est presque 1, ici ça dépasse 1, en PC c'est moins, etc. Donc voilà, nous continuons autre chose. Ici, la question de savoir finalement, puisqu'il y a beaucoup de variables, sur le niveau nous avions 22 variables avec une variable réponse, une variable qui nous voulait prédire. Alors il nous reste 21 variables. Alors pour trouver une variable significative du modèle, nous allons utiliser le test Z. Et voilà la formule telle qu'elle est présentée par le docteur Lac dont j'ai cité l'auteur de ça. Alors voilà, c'est comment on va travailler sur le modèle pour calculer le Z de test. Et puis alors on va calculer la p-value. Voilà, c'est ça la p-value, cette commande-là. Donc vous voyez que je travaille sur le modèle ici, le même modèle que je viens de réaliser avec toutes les variables. Ici je vais alors calculer la p-value. Alors voilà la formule pour calculer la p-value. Et puis nous allons, alors ici cette commande me permet d'écrire toutes les variables en toutes les lettres. Ici alors je vais essayer d'agrandir pour voir finalement quelles sont les variables qui sont significatives ou pas. Donc voilà, je vais afficher les résultats. Regardez les amis ici, je vais afficher les résultats. Donc voilà, et comme vous le voyez, il y a des variables de la p-value inférieure à 5%, puisque c'est la marge de, donc c'est ça notre essai de significativité, c'est 5%. Donc par exemple, ici, vous voyez que la p-value est inférieure à 5% pour les deux équations, ou les deux variables, des modalités. Ici, vous voyez qu'ici, c'est supérieur à 5%, mais ici, c'est inférieur à 5%. Ici aussi, c'est supérieur, plutôt inférieur, ici inférieur. Mais ici, pour cette variable-là, vous la voyez, les amis, MLTV, donc vous voyez que la p-value est supérieure à 5%. Donc normalement, cette variable-là sera élevée. Regardez ici aussi la p-value est supérieure à 5%. Ça aussi, ça sera arrivé dans notre modèle final. Mais aussi, ici, vous voyez min. Ici, vous voyez que aussi c'est supérieur à 5%. Ça veut dire que dans le modèle final, ça sera arrivé. Et pour max, vous voyez que aussi c'est supérieur à 5%. La p-value, ça sera arrivé, etc., etc. Donc, on regarde toutes les valeurs pour lesquelles les deux parties, pour ici pour le D et le 3, si la p-value est supérieure à 5%, c'est-à-dire que cette variable-là sera arrivée dans le modèle final. Mais si vous voyez que c'est 2, ça veut dire le suspect et 3 pathologiques. Ça veut dire que si, par exemple, pour le D, la p-value est inférieure à 5% et pour le trou est supérieur à 5%, là on n'arrive pas la variable. C'est le cas par exemple ici par exemple, bon, vous voyez qu'ici, ici 0 point est inférieur à 5%, mais ici c'est supérieur à 5%. Donc on n'arrive pas cette variable puisque c'est ici, la variable a une p-value inférieure à 5%. Donc voilà. Ça, ça nous permet en fait de voir les variables qu'on peut insérer dans notre modèle ou pas. Alors, nous allons voir le odds ratio. Ça aussi, ça nous permet de voir, de visualiser notre modèle, les rapports de cote. Et comme vous le voyez ici, les amis, là aussi, avec ça, les rapports de cote, nous pouvons voir directement les variables qui sont significatives ou pas. Donc, vous voyez que par exemple, ça, ce qu'on devait voir ici, c'est pas significatif. Ici, c'est pas, la variable n'est pas significative. Ici aussi, vous voyez que la variable n'est pas significative, et ainsi de suite. Donc, toutes les variables, sans utiliser la p-value comme ça, en utilisant la librairie question R, en tirant les rapports de cote, vous pouvez voir directement les valeurs qui sont significatives ou pas. Donc voilà les amis, comment vous pouvez faire sans utiliser cette équation-là. Bon, mais en termes de résultats, vous allez avoir le même résultat. Donc à regarder les p-values. Donc voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez, ça veut dire que ça sera supprimé. Ça sera, donc il faut voir partout les deux modes. Ici, ça sera supprimé. Min ici, ça sera supprimé, ainsi de suite. Donc voilà une autre façon de trouver une variable significative sans utiliser ce test-là Z-value. Donc voilà, ici, c'est ça que je viens de faire, odds ratio. Et puis je peux faire la visualisation. Là aussi, en termes de visualisation, comme on a fait pour la régression logistique, vous pouvez voir que, mais il faut avoir cette librairie-là.
Et voilà la visualisation. Ça, peut-être vous pouvez insérer dans votre rapport quand vous allez produire. Si c'est une étude réelle, vous pouvez insérer alors ça dans votre rapport. Donc voilà, en termes de visualisation. Ici, c'est 1. Donc, vous voyez, ici, c'est 1. Ici, vous voyez que c'est 0. Ici, c'est 1. Donc, vous voyez qu'il y a des variables qui sont presque ici. Donc, en termes de p-value, là aussi, vous voyez qu'il y a les variables ici. Ici, les variables, vous voyez que il y a des variables qui ont des p-values significatives. Mais pourquoi, par exemple, ici, vous voyez que ce n'est pas significatif. La p-value n'est pas significative. Ici, vous voyez que ce n'est pas significatif. Et quand vous regardez, vous voyez que c'est MLT. Regardez. Donc voilà, c'était la visualisation. Et puis alors, comme je viens de le dire, dans le modèle final, les variables pour lesquelles les p-values et les values sont supérieures à 5% seront arrivées dans notre modèle. Donc regardez quand je fais ici, regardez les amis, encore une fois je fais ici, et je vais me rapprocher, voilà qu'on va supprimer, vous allez voir que ici par exemple MLT, la p-value M, donc c'est ça, vous voyez, c'est ça que j'ai exprimé, qu'il faut exprimer, ça, c'est ça. Oui, ça, vous voyez que partout ici, vous voyez que c'est supérieur à 5%. Mine, oui, mine, vous voyez, mine, c'est supérieur. Donc, ces variables-là seront supprimées. Max, regardez, max, vous voyez que c'est supérieur, ainsi de suite. Donc, toutes les valeurs-là qui ont des p-values supérieures partout pour les deux parties à 5%, ça peut être vous voyez qu'ici nous avons deux niveaux, mais ça peut être 3 niveaux, 4 niveaux. Le processus, c'est le même processus. Donc, voilà, alors nous allons faire un modèle final qui n'inclut pas alors ces variables qui ont des p-values inférieures à 5%. Donc, ce sont on va rester avec le modèle qui reste avec les variables en effet sur la variable d'intérêt. Ici, c'est pour le dot ici que vous voyez le point, c'est pour dire que on va faire le modèle qui inclut toutes les variables. Mais maintenant, vous voyez qu'on vient d'arriver les variables non significatives. Ici, vous voyez que nous travaillons sur notre donnée d'entraînement. Donc, voilà, c'est ça. Vous voyez que je travaille sur les données d'entraînement. Alors, ici, je peux faire le résumé du modèle. Regardez, les amis, je vais faire le résumé du modèle. Voilà. Ça, c'est le résumé du modèle. Donc, voilà. En termes donc, ce sont les coefficients ici. Donc, vous voyez les coefficients. Partout, vous voyez les coefficients. Vous voyez les coefficients. Vous voyez les coefficients pour chaque variable. Donc, voilà. Ça, on peut faire, vous voyez, je clique si c'était commandé est possible avec l'intervalle de confiance. Donc, c'est ça, je vais voir si c'est possible. Donc, si j'ai essayé de réduire les chiffres après la virgule, voilà, les intersections et les coefficients, donc c'est ça que j'ai réalisé. Donc, voilà, ça, ce sont les autres recherches parce que j'ai mis à l'exposant. J'ai exposé pour calculer les rapports de code. Alors, on peut aussi récupérer les rapports de côte pour le modèle final. Ici, c'est pour notre modèle final. Donc, on peut utiliser cette fonction-là pour, vous voyez que je travaille sur le modèle final, pour récupérer les rapports de côte du modèle final. Donc, voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est de voir si nos variables sont significatives. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, c'est significatif. Ici, mode de la variable mode n'est pas significative. Ici, je ne sais pas pourquoi on ne parle. Probablement que mode, il y avait deux modalités et qu'une seule modalité était significative. C'est pourquoi on n'a pas enlevé mode. Et puis, mais pour les autres variables, vous voyez qu'elles sont significatives. Donc, peut-être on peut voir pour le cas de mode, pourquoi on n'a pas enlevé mode. On peut voir la p-value de mode. Je vais voir si la mode avait deux modalités. Voilà mode, voilà. Mode, c'est donc il y avait deux modalités. Donc, une modalité est significative et l'autre n'était pas significative. C'est pourquoi quand on a récupéré les autres ratios, pour le cas de mode, on a vu qu'apparemment, ce n'est pas significatif. Puisque les deux côtés, voilà, c'est ça. Les deux côtés, le mode n'était pas significatif.
Donc voilà, alors les amis, on continue. Alors on vient de faire, c'est ça le modèle final normalement qu'on vient de faire. Donc on vient de trouver les variables qui ont en effet, donc sur notre variable d'intérêt. Donc le fait d'être classé, suspect, normal et ça, et ainsi de suite. Alors voilà, l'étape qui va suivre, c'est de calculer, ça on a déjà fait. Alors on peut tester, alors plutôt, comment on peut écrire l'équation du modèle, et comment on écrit l'équation du modèle. Donc vous avez vu les formules. Donc voilà, ici c'est la probabilité d'avoir une personne suspecte, que la personne soit classée suspecte, alors qu'elle est normale. C'est ça la probabilité. Ici, c'est ça la commande. Normalement, on doit inclure toutes les variables. Ici, pour le D, c'est la probabilité qu'une personne soit, ça c'est log, c'est le logarithme ne peut rien. Ici, c'est la probabilité que la personne soit, par exemple, classée, qu'elle est pathologique, alors qu'elle est normale. Donc ici, vous voyez que ce sont les coefficients là qu'on va utiliser, les coefficients de notre modèle, c'est ça qu'on va utiliser pour écrire alors ce modèle. Donc voilà, je vais vous montrer les coefficients qui nous permettent d'écrire en fait notre modèle, c'est ça. Je vais reprendre pour que ça soit bien lisible. Ici, normalement, il faut bien suivre et adapter le modèle en fonction de vos données. Voilà, en fait, les coefficients qu'on utilise, ce sont ces coefficients-là. Voilà. L'intercept, les intercepts, c'est ça. Et puis, ça sera, pour cette variable, ça sera ça fois ça. Pour cette équation, ici, c'est ici. Là, je suis ici. Je suis normalement ici. Pour écrire cette équation, donc vous voyez que, pardon, je vais un peu agrandir ici. Donc vous voyez que, je vais agrandir, réduire plutôt, pour vous montrer ces différentes équations. Donc vous voyez que c'est pour écrire l'équation, si pour écrire l'équation, c'est ça normalement, plus c'est ça l'intercept, hein? Ça c'est l'intercept, plus ça fois ça. Normalement, en fait, avec le rétrécissement, apparemment, les choses sont en désordre. Sinon, ce coefficient, c'est par rapport à ça. Je vais encore une fois tirer comme ça. Donc, vous voyez qu'avec le rétrécissement, les lettres apparemment se sont entremêlées. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que ça, ici, vous voyez qu'avec le rétrécissement, c'est un peu difficile de voir. Mais je vais réduire ici, vous allez voir que c'est ça fois ça. Regardez, quand je fais comme ça. Regardez les amis, c'est ça. Vous voyez que la lettre ici, c'est par rapport à ça. Donc, c'est ça, puis c'est ça fois ça, puis c'est ça fois ça, puis c'est ça fois ça. Ça, c'est pour l'équation de 2. Et pour l'équation de 3, c'est ça, puis c'est ça fois ça, puis c'est ça fois ça, jusqu'ici. Ça fois ça et ça fois variance. Donc, voilà comment on écrit l'équation. Mais en fait, la machine fait ça automatiquement. On n'a pas besoin de faire ça. Alors, la machine affiche ça donc directement. Je viens de dire que en fait, toutes ces probabilités peuvent être réalisées par la machine, donc vous n'avez pas vraiment à écrire ces équations. Donc, pour des cas, par exemple, à recherche, vous pouvez écrire ces équations, mais donc ne perdez pas votre temps en cherchant à calculer ces probabilités parce que la machine fait ça automatiquement. Alors, je vais vous montrer comme les commandes que vous pouvez utiliser pour alors faire ces prédictions des probabilités, les probabilités. Et supposons alors, en utilisant notre modèle, sur les données d'entraînement, nous pouvons alors faire le calcul des probabilités. Alors voilà comment on écrit ça, c'est juste pour sauvegarder les données, les résultats. Ça c'est predict, la fonction, ça c'est notre modèle, c'est sur les données d'entraînement et ça ce type c'est probe, c'est pour dire les probabilités. Donc voilà, regardez les amis, je peux afficher les premiers éléments de la prédiction, tout comme je peux afficher tous les éléments, mais vous savez que c'est beaucoup de données. Donc quand je fais comme ça, vous allez voir ici, peut-être je vais afficher pour que ça soit aligné sur une même ligne. Je vais effacer ici. Regardez quand j'affiche. Voilà, vous voyez que la probabilité que la personne soit normale, vous voyez qu'elle est de 0,99. La probabilité pour qu'elle soit suspecte, c'est de 0, vous voyez qu'elle est très petite. Et la probabilité qu'elle soit
pathologique, vous voyez qu'elle est très petite. Pour l'autre personne, la troisième personne, vous voyez que, donc, vous voyez toujours les probabilités. Alors, ici, vous pouvez justement faire des probabilités pour des positions spécifiques. Ici, par exemple, si nous voulons, par exemple, faire des prédictions de probabilité pour, disons, troisième personne, 50e personne, 100e personne, disons, 89 si vous voulez. Donc, ça dépend de ce que vous voulez, et pour les personnes que vous voulez faire, pour lesquelles vous pouvez faire la prédiction. Alors, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est votre donnée. Donc, il faut me montrer votre donnée ici. Vous ouvrez ça. Et c'est comme ça que vous allez faire. Ici, je peux afficher alors les probabilités de ces personnes que j'ai choisies pour voir comment elles ont été calculées. Donc voilà, ici la probabilité c'est de 0,99, D très normal. Ici, vous voyez pour la probabilité pour que la personne soit suspecte, soit pathologique ici, ainsi de suite. Donc voilà les amis, ce que je disais, que la machine va s'occuper de faire tous ces calculs à rapport avec la probabilité. C'est comme ça que vous pouvez faire. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ne perdez pas votre temps en faisant à la main. Donc voilà. Alors maintenant, on peut procéder à l'évaluation de notre modèle. Donc, en analysant la matrice de confusion sur les données d'entraînement, comment le modèle a trouvé, comment le modèle a pu classifier. Et ça, je vous rappelle que ça, le script là vous sera partagé, ne vous en faites pas, il suffit juste de suivre ce que nous sommes en train de faire en ayant le script, puisque vous ne pouvez pas faire ça sans script, et les données aussi. Je partage les données et le script. Donc voilà, je vais faire la prédiction. Je vais faire la prédiction en utilisant les données d'entraînement pour voir comment la machine a fait le modèle. Ici, c'est la fonction predict. Ici, je peux voir les données originales. C'était comment on affiche les données originales d'entraînement. Alors, je peux voir comment la machine a fait la prédiction avec ces données d'origine. Donc, c'est ça. Je vais afficher pour voir s'il y aurait des erreurs. Voilà. Pour ces personnes, la machine a fait la prédiction qu'elle est normale, donc c'est correct. Celle-ci normale, c'est correct. Celle-ci normale, c'est correct. Ici, normal, pathologique, c'est correct. Ici, pathologique, c'est correct. Mais vous voyez, avec cette personne-là, dans les données originales, elle est pathologique, mais la machine a prédit que cette personne-là est normale. Donc voilà l'erreur de la machine au niveau de l'apprentissage. Donc ici, on peut calculer, alors, voir là où la machine notre modèle a commis des erreurs, c'est ça. Donc, c'est cette table-là qu'on va faire. Donc, vous voyez que c'est table, prédict, données d'entraînement. Ici, c'est la situation. Donc, on va faire la prédiction sur les données d'entraînement. Voilà. Comme ça, je vais afficher la table de prédiction sur les données d'entraînement. Donc, comme vous voyez, ici, en utilisant les données d'entraînement, vous voyez que ça, 965, ce sont des personnes qui sont normales et qui ont été prédites normales. Ici, les 100, ce sont des personnes suspectes et qui ont été reconnues suspectes. Et ici, ce sont des personnes qui sont pathologiques et qui ont été reconnues pathologiques. Donc, vous voyez, c'est ça ce que la machine a prédit. Donc, tout ce que vous voyez, tout ça, ici, ce sont des erreurs que la machine a connues. Donc, juste la diagonale là, c'est là où la machine a pu faire une bonne prédiction. Alors, voyons l'accuracy comment je peux dire, l'accuracy rate, donc le taux de bonne prédiction. Ici, je vais regarder, je vais utiliser cette commande, c'est somme diagonale, donc c'est ça. Ça plus ça plus ça, divisé par la somme totale, donc le total. Donc voilà, je fais. Donc vous voyez qu'à 90%, le modèle a réussi à faire une bonne prédiction à résoudre 90%. Alors voilà, quand on veut calculer l'erreur de classification, voilà, c'est ça qu'on a. On a presque 9% d'erreur de classification. Alors, ici, on travaille sur les données d'entraînement. Voyons si on travaille avec les données test que la machine n'a pas vu. Alors, voyons, je vais faire la prédiction en utilisant le modèle, mais en travaillant sur les données test. Voyons.
Je vais faire la table et la conserver ici dans table 2. Ici, je vais afficher alors la table 2. Donc voilà, la machine a prévu 619 personnes qui sont reconnues normales et ça a été reconnu normal. 84 qui sont suspectes qui ont été reconnus suspects et 53 qui sont suspects et qui ont été reconnus suspects. Alors, voyons ici aussi avec les données d'entraînement les erreurs de classification. Donc, c'est la même formule comme précédemment. Donc, je vais utiliser cette commande. Donc, je vais prendre calculer le diagonal. Donc, les éléments en diagonale, c'est ça. Donc, plus c'est ça, plus c'est ça, et plus c'est ça. Divisé par le retard de ça. Donc voilà, c'est cette commande-là, et ça me permet de voir les bonnes prédictions. Donc on voit que le modèle a fait une bonne prédiction à raison de 0,89, alors que dans le données d'entraînement, c'était 90. Donc c'est logique parce qu'on a travaillé sur les données que la machine avait déjà mémorisées. Alors une erreur de prédiction de... donc c'est ça pour calculer les erreurs de prédiction. Donc de 10%. Donc vous voyez qu'il y a en termes d'erreurs, les erreurs augmentées. Donc voilà, évaluons notre modèle. Donc au niveau de la prédiction, si les données vie, on voit que les erreurs de prédiction tournent autour de 9%, alors que au niveau le taux de mauvaise prédiction sur les données d'entraînement, c'est autour de 10%. Donc voilà, le modèle s'est trompé à raison de 10%. Alors, ça, ce sont les tables. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, voyons les données d'entraînement d'abord. Ça, je vais effacer tout ça puisqu'on calcule sur les mêmes données. C'est ça qu'on vient de faire. Les données originales. Ici, je rappelle, ça, ce sont les données qu'on a en termes de répartition entre les personnes normales. C'était 19%, ici c'est 13%, ici c'est 0,9%. Donc, des tas de données d'entraînement qu'on a analysé. Il y avait 79% des personnes normales, suspectes c'est 13% et 0,8% pour les personnes pathologiques. Alors, pour ça. Donc, vous voyez que le modèle que nous avons est plus performant que l'absence de modèle. Puisque si on suppose que tout le monde est normal, pardon, si tout le monde est normal, nous aurons raison à raison de 79%. Mais notre modèle est capable de nous faire une prédiction à hauteur, donc en faisant de bonnes prédictions à hauteur de 90%. Donc, vous voyez que le modèle est plus performant que l'absence de modèle. Donc, voilà, donc c'est ça qu'on a fait. Et ça, je rappelle juste, c'est ça qu'on a vu. Ça, c'est notre prédiction du modèle. Alors que sans modèle, on fait une bonne prédiction à raison de 0,79. Donc, vous voyez que le modèle est performant. Et puis, si on devrait faire un modèle qui fasse une bonne prédiction des personnes pathologiques de 0, donc ici, vous voyez que quand même, si on devrait nous focaliser sur les personnes pathologiques, vous voyez que 0,8, c'est vraiment... voilà, donc voilà. Alors, voyons si l'état des données d'entraînement. Si les données d'entraînement, c'est ça la table qu'on avait, données d'entraînement. Ici aussi, on va faire le pourcentage. Donc, vous voyez qu'ici, si on analyse ici bien, on voit que le modèle a bien prédit les personnes normales. Ici, vous voyez que la machine a pour les personnes pathologiques, donc la machine est passée de 96 à 59. Et aussi ici, vous voyez, 59% ici. Et vous voyez que pour les personnes pathologiques, vous voyez que la machine a fait une bonne prédiction à raison de 82%. Donc, vous voyez que la machine est capable de faire une bonne prédiction pour les personnes normales et une bonne prédiction pour les personnes pathologiques, mais aussi ici en termes de personnes, disons, en termes de personnes suspectes, la machine a une faible prédiction. Donc, vous voyez qu'elle est confuse en termes de prédiction des personnes suspectes. Et puis, si on fait ça, c'est pour les données d'entraînement. Si nous travaillons sur les données tests, voyons ce que la machine a réalisé, si ce sont les mêmes tendances, si ce sont les mêmes erreurs au niveau des données au niveau de la classification sur les données, les personnes suspectes, comme ici, vous voyez que c'est moins performant. Et puis, si nous travaillons sur les données
disons, les données d'entraînement. Ici, vous voyez que nous travaillons sur les données. Vous voyez, ça, c'est la table des données d'entraînement. Ici, nous sommes en train de faire l'évaluation du modèle. Vous voyez que la machine, sur les données d'entraînement, a fait une bonne prédiction à réseau de 95%, donc ce qui est proche d'ici. Mais ici, pour la catégorie 2 de la personne suspecte, voilà, et la machine s'est améliorée. Parce qu'elle a fait 0,67 alors qu'elle était à 0,59. Mais pour le cas des personnes pathologiques, voilà, la performance a diminué puisque sur les données d'entraînement, on était à 0,82, mais ici, elle est à 0,74. Donc voilà, ça, nous sommes au niveau de l'évaluation, ce sont les évaluations du modèle en termes de pourcentage. Parce que ici, il faut faire attention en termes d'implication. Ça veut dire que les personnes qui ont été jugées ou classées suspectes, il faut faire d'autres tests. Parce que la machine là est faible, ou le modèle est faible à reconnaître les personnes suspectes au niveau en termes de classification. Il faut les mettre dans les personnes normales ou dans les personnes pathologiques. Donc voilà les amis, c'était au niveau de l'évaluation de notre modèle. Mais vous voyez que notre modèle quand même est bien performant comparativement à l'absence des modèles. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait le modèle multinomial. Et vous voyez que quand même les outils de machine learning, donc vous voyez que quand même c'est avancé en termes de classification. Si vous avez un modèle qui peut faire la classification à réseau de 90%, donc vous voyez que quand même c'est mieux. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment vous pouvez conduire la régression multinomiale dans RStudio. Et les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire. Et je remercie grandement ce docteur-là, Barantendra Raïs, qui a fait la bonne présentation en anglais. Alors, c'est ça que j'ai utilisé juste pour vous montrer. Donc, si pour votre cas, il suffit juste de remplacer les commandes, les données et alors interpréter, puisque vous voyez que dans le script déjà, j'ai fait quelques interprétations qui vont vous guider pour mieux comprendre comment ça marche. Merci alors pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.